Nous sommes avec le député guyanais Davy Rimane. Il est également le président de la délégation aux Outre-mer à l'Assemblée nationale. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour à Mayotte, bonjour aux auditeurs de Mayotte la première. On est également avec Anchia Bamana, la députée RN de Mayotte. Bonjour. Bonjour Carla, merci de votre invitation. Merci d'être avec nous ce matin. Kamar l'a rappelé, vous êtes ici pour une semaine sur le territoire pour évaluer un peu les politiques publiques mises en place depuis le passage du cyclone Chido, pour faire le point un peu. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qui n'a pas encore été dit après le passage du cyclone Chido? Parce que un an après le passage, tous les jours, on a parlé de cette reconstruction de passage du cyclone. Tous les jours, et nos deux députés, que ce soit Anchia Bamana ou Estelle Youssoufa, rappellent la situation tous les jours à l'Assemblée nationale. Du coup, qu'est-ce que vous êtes venu voir exactement, Davy Rimane? Donc, suite aux différents, je rappelle qu'il y a eu des textes de loi votés à l'Assemblée depuis le passage de Chido. Et donc, nous, concrètement, on est venu voir ce qui a été mis en œuvre de façon concrète, parce qu'il y a des choses qui sont dites. Ensuite, maintenant, il faut savoir si elles ont été traduites de façon concrète sur le terrain. Donc, nous, aujourd'hui, c'est de voir effectivement, depuis notre passage en janvier, début décembre maintenant, quasiment un an, on vient voir ce qui a été fait concrètement, ce qui a avancé, ce qui n'a pas avancé, pourquoi ça n'a pas avancé, qu'est-ce qui bloque à différents niveaux. Et la chose, moi, qui en tout cas, qui reste quand même non élucide dans ce qui me concerne, c'est la problématique de l'eau. Jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi l'État n'a pas déployé les moyens nécessaires à ce que cette réalité que connaissent les Mahoraises et les Mahorais depuis tant de temps soit plus qu'un mauvais souvenir. On parlera de la question de l'eau, mais je reviens d'abord, je rebondis sur ce que vous avez dit sur ces textes de loi. À l'époque, comme vous l'avez dit, vous dénonciez, vous, un texte qui sert de laboratoire politique, vous disiez, aux idées d'extrême droite, et pour en faire un modèle exportable à d'autres territoires de France. Vous n'avez pas voté pour ce texte. Alors aujourd'hui, finalement, vos idées sont déjà faites sur ces textes-là, non? Moi, j'ai toujours dit que au travers du texte, il mettait plus la vision sur la question migratoire que sur les problèmes récurrents que connaît Mayotte. La question migratoire, c'est une conséquence. Aujourd'hui, fondamentalement, les politiques publiques aujourd'hui pour le développement de Mayotte, pour l'aménagement de Mayotte, ne sont pas au niveau escompté. Et quand je fais des parallèles à d'autres territoires ultramarins qui sont déjà passés en département depuis 1946, Mayotte est le dernier département de France à officiellement avoir vu le jour. Et j'ai souvent dit aux collègues, mais nous, depuis 1946, on est passé en département. Et aujourd'hui, en 2025, mais on voit les effets de cette départementalisation-là. Et le compte n'y est pas. Donc nous, souvent, on disait aux collègues, même à l'époque, on n'était pas forcément d'accord avec le parti pris d'Anchia Bamana et même d'Estelle Youssoufa. On n'était pas d'accord sur ce fond-là. Mais nous, on leur disait déjà, vous allez voir. Vous allez voir que qu'est-ce que l'État, au travers d'une départementalisation, vous allez vite comprendre dans quoi vous êtes. Et sans être mauvaise langue, on le voit. Moi, je suis désolé, il y a des choses qui, pour moi, sont insupportables. Ce n'est pas parce que je ne suis pas mahorais que je ne ressens pas la douleur et la détresse et l'incompréhension des uns des autres, mais je la comprends tellement bien parce que nous, on la vit déjà depuis un certain nombre de temps. Anchia Bamana, vous avez entendu votre collègue, que vous ne partagez pas forcément les mêmes idées, en tout cas sur certains points, notamment l'immigration, mais vous êtes là pour cette visite d'une semaine. Et justement, l'immigration est au cœur de cette visite, parce que vous allez regarder les moyens mis en place pour la lutte contre l'immigration clandestine. Il s'agit de démontrer quoi exactement, du coup, Anchia Bamana? D'abord pour dire qu'on vient pour avoir une vision globale de effectivement ce qui a été promis suite au vote des 3 lois qui ont eu lieu depuis février de cette année jusqu'au mois de juillet. On vient voir pour effectivement les moyens mis en place ou les conséquences de l'immigration illégale sur le territoire, mais aussi sur toutes les autres politiques publiques. Il y a eu un reportage hier à TF1 qui fait un peu cet exercice et qui montre effectivement que les promesses n'ont pas été tenues. Moi, ce que je retiens, suite notamment à l'entretien hier, le premier entretien qu'on a eu avec le préfet, avec la délégation,
Ce que je retiens, c'est que quand les communes n'ont pas reçu le fameux fonds d'amorçage pour notamment faire les travaux des écoles et payer les entreprises qui ont travaillé suite à la catastrophe naturelle, c'est de voir qu'il y a eu un texte d'urgence en février, mais que les procédures de simplification ne sont pas réellement appliquées pour assouplir les choses et que enclencher le versement des fonds aux communes pour réaliser les travaux. Et ça, c'est regrettable. On sait que le système éducatif, notamment, est au fin fond du gouffre, le système de rotation qui pénalise l'éducation des enfants de Mayotte quand on a à peine 3 heures de cours par jour. Ce n'est pas normal. Est-ce que du coup, c'est un an après, vous n'êtes pas en train de vous rendre compte que finalement, j'ai envie de dire entre guillemets, l'arnaque, c'était ces textes de loi. Vous avez passé beaucoup d'énergie sur ces textes de loi. Au final, concrètement, il n'y a rien sur le terrain. Ça montre le manque de volonté politique du gouvernement. Et ça, on l'a dit depuis Paris. Il y a un manque manifeste de volonté politique de sortir ce territoire de l'inertie et du sous-développement. Et pourquoi? Je vous regarde de Viriman. Mais ça, il ne faut pas se tromper. C'est lié à l'histoire de nos territoires. Je rappelle qu'à la base, nos territoires ne sont pas des territoires intrinsèquement liés à la République, puisqu'on a toujours été, en reprenant les mots de Feu et Césaire, gérés de façon entièrement à part. Dès qu'on parle des Outre-mer, des territoires dits d'Outre-mer, il y a toujours un particularisme, il y a toujours une approche différenciée, c'est plus compliqué. Moi, je me suis vu, pour vous donner le niveau du regard qui est porté sur ce que nous sommes, j'ai fait valoir le fait de demander une augmentation du budget de la délégation parce que automatiquement, à partir du moment où on parle de la délégation aux Outre-mer, ben, dès que nous aurons des missions ou des déplacements à faire, ben, c'est plus conséquent, plus onéreux, puisque nos territoires sont bien plus éloignés. On nous a fait comprendre qu'on était un peu logés à la même enseigne, qu'ils avaient déjà fait un effort, et que de toutes les manières, de façon générale, les Outre-mer coûtent cher. Lorsque vous êtes à l'Assemblée nationale, vous êtes au cœur de la démocratie française, de la République française, et que l'un de vos collègues vous dit ben, les Outre-mer coûtent cher, ça résume un peu la réalité. Si on nous voit juste sous la forme de chiffres et pas la forme d'individus qui composent une république, qui sont censés composer une république, ben comme on dit si bien, le verre est dans le fruit. Donc cette non-volonté, cette réalité différenciée que nous connaissons depuis pas mal de temps, ben, c'est lié à cette histoire-là qui n'est toujours pas réglée en ce qui me concerne. En regardant votre programme, je me suis posé la question de l'impact de cette visite sur le quotidien des Mahorais, ceux qui n'ont toujours pas été indemnisés par leurs assureurs, ils sont nombreux. Ceux qui n'ont pas d'assurance, ils sont très très nombreux et qui n'ont perçu aucune aide aujourd'hui pour reconstruire leur maison. Et ils sont très nombreux à cette saison des pluies. Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous allez les voir, ces personnes, et quelle réponse? Mais lorsqu'on était venu, on avait été, bon, la zone de l'île la plus touchée, c'était au nord. On avait été par exemple dans la commune de Bandabois pour voir effectivement les dégâts. Et on avait effectivement discuté avec des riverains qui étaient là, qui nous expliquaient leur quotidien, problème d'assurance, manque d'accompagnement, manque de visibilité, pas d'écoute, livrés à eux-mêmes. Donc moi, tout ce que je leur dirais, si effectivement on venait à recroiser ces mêmes personnes-là quasiment un an après, on leur dirait que moi, avec beaucoup d'honnêteté, je leur dirais, mais en fait, je ne suis pas étonné parce que l'un des pendants dans ce texte de loi qui était pour la refondation de Mayotte, dans les discussions, dans les débats que nous avons eus, on a parlé de cet angle mort de la loi. Oui, mais attendez, il y a des personnes que vous savez très bien qui n'avaient pas forcément d'assurance. Quel accompagnement va être mis en place pour ce public le plus touché, celui qui a le moins de moyens? C'est pas sous forme de prêts garantis qui vont pouvoir. Les gens sont déjà en difficulté financière, donc faut pas se leurrer. Donc, quel dispositif particulier va être mis en place pour accompagner ces personnes-là? Mais rien du tout, hein. Et quand vous avez rencontré le préfet hier sur ces questions-là chez Abamana? Moi, je l'ai soulevé quand on a eu le plan quinquennal qui a été écrit par le général Facon avec son équipe. J'ai fait le nécessaire pour qu'il rencontre, par exemple, les présidents de l'UDAF, de l'UDCCAS, justement pour leur dire qu'il n'y avait rien qui était prévu dans le plan quinquennal, alors que ce sont les 17 CCAS des 17 communes qui ont porté secours à la population dès qu'il y a eu le cyclone. Donc, le social est complètement absent de ce plan.
Donc, je sais qu'il, suite à ma démarche, il a rencontré les présidents de ces structures, la DAFM, hein, les aidants familiaux. Là, on est au cœur du social, des personnes Sauf que, concrètement, sous vulnérabilité. ça, c'est, j'ai envie de dire, le carcan un peu administratif, mais quand oui, vous mais rencontrez les s'ils gens ne sont au pas quotidien, identifiés, mais les justement, gens disent, en fait, nous, on n'a rien vu, alors à part au tout début, et même les aides sont arrivées très tardivement. Hein. non, mais c'est pour signifier Les gens disent, effectivement, non, on n'a rien en fait. c'est pour signifier qu'ils sont absents dans le plan quinquennal. Alors que ce plan est censé reconstruire le territoire pendant 6 ans. Est-ce qu'on ne se sent pas un échec dans ce cas-là, en tant qu'élu de ce territoire après Quand le on est en passage du face d'un cyclone? gouvernement qui ne veut rien faire, et Vous c'est dites la que ça n'est réalité. que la faute du gouvernement aujourd'hui? En période de crise, l'État, la République a bien dit qu'on est en calamité. Et dans ce cas-là, il y a des mesures qui doivent être mises en place en urgence, et ça a été dit à l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas fait, mais c'est une réalité. Vous dites souvent, vous l'avez dit encore, hein, ces politiques différenciées dans les Outre-mer. Est-ce que les élus ultramarins sont à mesure aujourd'hui d'inverser les choses? Le jour où les élus, que je dis bien les élus de nos territoires, tous prendront conscience de la force qu'ils ont par rapport à ce que fait le gouvernement de nos territoires depuis des décennies, la vie de nos concitoyens changera. Je pense que nous-mêmes aussi, nous faisons partie du problème, parce que nous n'y croyons pas. On se dit toujours, oui, bon, c'est plus compliqué. Beaucoup ont une approche défaitiste et suivent le mouvement donné, impulsé par le gouvernement, alors que non, en fait, on doit être en rupture, puisqu'on voit que ça ne fonctionne pas. Donc certains avaient l'approche de dire, oui, mais bon, il faut être bien avec eux, il faut leur discuter, il faut être proche des gouvernements, quels qu'ils soient, pour qu'on puisse faciliter les choses. Ça ne fonctionne pas. C'est un leurre, c'est le miroir aux alouettes. Maintenant, si aujourd'hui on n'a pas la capacité avec l'intellect, et quand je dis ça, je suis très pragmatique, je ne fais pas d'idéologie politique, d'accord? Vous m'avez dit, nous sommes dans la République, nous avons droit à telle chose, c'est un dû. Sauf que chaque fois qu'on doit parler de nous, c'est toujours plus compliqué. Il faut attendre, c'est pas maintenant. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on a fait un contre-budget pour nos territoires au niveau de la mission Outre-mer, aujourd'hui le budget il a 2,9 milliards. Nous on a fait un contre-budget pour répondre aux urgences et des projets importants pour tous les Outre-mer. On arrive à peu près un peu plus de 10 milliards d'euros. Mais vous savez, nous-mêmes au sein des députés ultramarins, on n'y a pas cru. Je dis, mais pourtant on est parti des rapports de l'État, on est parti de rapport de la Cour des comptes. Donc on ne parle pas de rien. Ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes partisans de ce changement-là. Le jour où nous serons artisans de ce changement, est-ce que ça fonctionnera pour autant? Oui. Moi, je suis optimiste. Vous avez deux députés de bord politique complètement opposés. Différents. Et pourtant, nous sommes là pour défendre les intérêts des Mais vous manquez Outre-mer. d'unité aujourd'hui, les élus ultramarins? Il n'y a pas d'unité entre tous les élus ultramarins? Moi, la dernière délégation Outre-mer qu'on a eu la réunion, moi j'ai fait par aux collègues de faire comprendre que les malheurs qu'il y a dans différents territoires doivent nous toucher toutes et tous. Parce qu'effectivement, à partir du moment où nous sommes unis sur des choses comme ça, on arrive à impulser, on a démontré que chaque fois qu'on était unis sur un sujet ou deux au niveau de l'Assemblée, on a inversé la chose, on a fait basculer sur le côté positif. Mais tant que des fois nous serons divisés, et ça arrange l'État, à partir du moment où sur des problèmes similaires, nous sommes fracturés, ben ça va avancer moins rapidement qu'on ne le pense. Au bout d'un an, le préfet hier a accepté que ce n'est pas normal le fait qu'on n'ait pas de l'eau avant 2027. Parce que ça fait depuis Chido que j'entends « Ah oui, mais il y a le plan eau à partir de 2027 » suite aux travaux d'Ironi B, de l'usine de dessalement. Je dis « Mais avant 2027, de maintenant à 2027, nous devons avoir de l'eau et nous devons enfin avoir le plan eau. Il n'y a que Mayotte qui n'en dispose pas. » Et ça, hier, j'ai senti une prise de conscience, alors que jusqu'à maintenant, crise de l'eau, nomination de préfet haut, comme si nommer qu'il a accepté que ça n'est pas normal, mais qu'est-ce que ça va changer sur le quotidien des gens? Est-ce qu'on va avoir une livraison de bouteilles d'eau chez nous? C'est déjà une prise de conscience. C'est déjà ça. Moi, j'ai abordé... Et le combat continue. On a abordé la question sur le fait qu'il ait vendu le stock stratégique aux enchères. Je dis, excusez-moi, de notre fenêtre, c'est choquant par rapport à ce que vit Mayotte. Donc, il nous a fait savoir que c'est plus un problème d'ordre réglementaire qu'autre chose. Donc, je lui ai dit, écoutez, nous, on va s'en saisir. Il faudra que les choses changent, puisqu'il est totalement anormal et inadmissible que sur un territoire qui est en manque d'eau, où est-ce que la population n'a pas accès à l'eau au quotidien, que parce que le stock stratégique est arrivé à date limite, on va dire, que vous vendiez aux enchères. Non,
vous devez distribuer. Donc, il nous a fait savoir qu'il était dans l'incapacité de le faire. Donc, nous, dès au sortir de ce déplacement à Mayotte, nous ferons en sorte, avec le ministère de tutelle, pour que les préfets, en tout cas celui de Mayotte, puissent distribuer l'eau lorsque la date est arrivée et ne plus avoir cette réalité de vendre aux enchères l'eau ici. Le bras armé pour la reconstruction de Mayotte, en tout cas dans l'urgence, c'est l'établissement public. Est-ce que vous allez rencontrer le général Facon? J'ai pas vu sur votre programme. Non, on l'a pas, parce que pour nous, c'est pas prioritaire. L'objectif pour nous, c'est d'aller sur le terrain, visiter. Le général Facon, on le rencontre régulièrement au ministère des Outre-mer. Moi, l'objectif de la délégation, et je tiens ce matin à remercier la délégation des Outre-mer, son président et le collègue Élie Califère de la Guadeloupe, que je salue, mais d'aller sur le terrain et se rendre compte de la réalité des choses, parce que les informations qui arrivent par les représentants de l'État à Paris, souvent sont biaisées, ne reflètent pas réellement la réalité. Pourtant, il y a eu des délégations à Mayotte qui sont venues voir justement ce qui se passait. En tout cas, pour juste ce dernier rappel, vous devrez rencontrer également le conseil départemental et puis le Sud-Evam pour parler aussi de la gestion de déchets, puis la question de l'eau. Merci beaucoup à vous deux pour cet entretien. Vous restez avec nous pour la suite.